Grégory Cometti, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Saint-Galmier. Alors, on s'est rencontrés la dernière fois, si j'ai une bonne mémoire, en 2020. Ouais. C'était la fin du confinement, les salles de spectacle étaient fermées. Autant dire que c'était pas la joie. Non, c'est sûr. Ouais, Et depuis, j'ai vu que vous avez mené beaucoup de projets, certains qui sont même pas dans la région, on en parlera après. Avant de parler de tous ces projets, avant de se projeter sur 2024, j'aimerais quand même qu'on revienne à la base. Qu'est-ce qui vous a donné, d'où vient cette passion pour la scène ? Cette passion pour la scène, elle remonte au lycée. Au lycée en bac, une prof de français qui me propose de faire des cours de théâtre, de prendre des cours de théâtre puisqu'elle en donnait. J'étais pas très intéressé au départ et elle m'a un peu forcé la main, même beaucoup. Et du coup, j'ai fait un cours d'essai et dès ce premier jour-là, j'ai accroché et je n'ai plus jamais quitté la scène, donc j'avais 18 ans, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaît? C'est de servir des textes, c'est de jouer un rôle, c'est d'être sur la scène? Au début, c'est une ambiance, dans les cours de théâtre, voilà, il y a beaucoup de camaraderie, on rigole beaucoup. C'est l'ambiance qui m'a plu au départ, et puis après, il faut jouer sur scène avec le public. Là, c'est un peu tétanisant au départ. On a un peu envie de disparaître juste avant de jouer, mais finalement, c'est tellement un plaisir immense une fois qu'on l'a fait et quand on y est qu'en fait, c'est un peu une drogue, quoi. On dit tous un peu ça, les comédiens, c'est que voilà, les premiers temps, ça fait peur, et puis après, on en redemande, et puis après, on ne peut plus quitter la scène, quoi. Au début, c'était une passion, un hobby, comme on dit. Qu'est-ce qui a fait que finalement, vous en avez fait presque aujourd'hui une carrière professionnelle? Et du coup, c'est que à force de jouer des spectacles, on s'est dit avec un de mes camarades de la troupe, on va en faire notre métier. Et on a un auteur qui nous a écrit une pièce, la pièce s'appelait Sous les jupes des hommes, elle s'appelle toujours d'ailleurs Sous les jupes des hommes, et on l'a tellement joué, on a eu tellement de succès au début dans la région et puis après plus loin. On a commencé à attaquer les scènes pro, là déjà c'était en 2008. Et puis après, du coup, on avait tellement de dates qu'il fallait que je lâche mon boulot, quoi, parce que je ne pouvais plus faire toutes les dates. Plus on avait joué à Paris cette pièce, on a une programmation à Paris, donc je ne pouvais pas jouer à Paris et aller au travail. J'étais dans les ressources humaines à l'époque. Et du coup, c'est là, il faut faire le grand saut, il faut sauter le pas. Beaucoup ne le font pas, certains le font. Et moi, je me suis dit, j'ai qu'une vie, il faut y aller, c'est maintenant, sinon je vais le regretter, quoi. Et je l'ai fait et je ne regrette pas. Ça vous a permis de rencontrer des gens, de vivre des expériences que vous n'aviez pas imaginées, ou alors finalement, ça reflète un peu l'idée que vous en aviez quand vous avez commencé? Ça permet de rencontrer plein de gens, ça c'est sûr, des directeurs de théâtre au départ, des comédiens qu'on arrive à croiser dans les loges, des gens qui connaissent le théâtre. Je me rappelle d'un théâtre à Rocamadour où Patrick Sébastien habitait à côté, c'était le parrain du théâtre, il était venu nous voir jouer. C'était il y a plus de 10 ans, donc c'est vrai que c'était un peu impressionnant de rencontrer ces gens. Vous avez mis la pression? Ouais, ça met la pression, bien sûr, bien sûr. Après, on avait passé un peu plus de temps avec lui le lendemain, donc voilà, mais c'est vrai qu'à l'époque, il était au top de sa carrière. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis après, comme j'ai fait un peu de production de spectacle les années d'après, j'ai commencé à rencontrer surtout des humoristes, et du coup... Comment c'est venu la production? Est-ce que c'est pas le même métier, encore une fois? Pas du tout, non, pas du tout. Je pense que je suis un peu entrepreneur dans l'âme, en fait. Au final, il vous faut toujours un projet? Ouais, c'est ça, ouais. J'aime bien avancer, et pour avancer, il faut faire des nouvelles choses. Et c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va jeter les choses déjà faites et passer à autre chose, puisque je garde les choses que j'ai fait, mais j'aime bien construire d'autres choses. Effectivement, et du coup c'est venu parce que je me suis dit tiens, j'avais la salle de spectacle à Saint-Galmier après, et je me suis dit il faut qu'on fasse des choses sur des plus grandes salles, parce que à Saint-Galmier c'est petit, on peut avoir des gens connus qui viennent pour roder des spectacles, mais on est un peu limité. Ça veut dire aussi que vous avez toujours connu le succès, parce que je me rends compte qu'à Saint-Étienne il y a des petites salles, ils ont aussi beaucoup de mal à remplir et c'est compliqué à avancer. Donc, si vous balancez ou projetez toujours sur un autre projet, c'est que tout fonctionne bien finalement. Tout fonctionne bien. Après, tout n'a pas été toujours tout rose, faut pas rêver. C'est vrai que les gens, vus de l'extérieur, parfois ont tendance à se dire que tout est rose, mais tout n'est pas rose. Et heureusement, sinon... il n'y aurait pas de saveur quand on réussit à faire quelque chose de bien, quoi. Mais oui, le KFT, ça a pris relativement rapidement, malgré qu'on soit cloîtré, qu'on n'ait pas de pignon sur rue, à Saint-Galmier, dans un village. C'est vrai qu'au départ, l'idée était pouvait paraître un petit peu saugrenue, quoi. Oui, mais on peut aussi dire que le KFT a une chance, c'est qu'il se trouve à Saint-Galmier et qu'on a un bassin de population qui est quand même assez
entre guillemets, assez aisé par rapport à des quartiers de Saint-Étienne où c'est peut-être un peu plus difficile. Ouais, alors c'est vrai qu'au départ, moi je voulais l'ouvrir à Saint-Étienne au tout départ parce que c'était vraiment la ville, la grande ville, et puis il n'y a pas de salle de spectacle dans des villages. À l'époque, Saint-Galmier, ça faisait 5000 habitants. C'est vrai que même si ça reste Saint-Galmier, Il y avait sans pignon peut-être à sur rue. l'époque des spectacles au casino, non? Très peu. J'avais joué moi-même au casino, mais il y avait 4-5 spectacles à l'année. C'était pas vraiment développé. Ça l'est toujours pas d'ailleurs, parce que le casino a une autre stratégie aujourd'hui par rapport au spectacle. Mais on a organisé par la suite pas mal de spectacles au casino de jeu. Mais non, ça a pris, et puis il a fallu quelques années pour lancer. Et puis une fois que c'est lancé, pour l'instant, on s'arrête plus. Ça fait la 13e année déjà. Et quand vous avez commencé pour remplir votre scène, comment ça s'est passé? C'était le bouche à oreille, c'était les réseaux, comment on fait venir des artistes? Beaucoup. Parce qu'avec le temps, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens prestigieux. Ouais. Alors déjà, pour remplir la salle avec des spectateurs, on avait beaucoup l'inertie de notre pièce Sous les jupes des hommes. Avec les spectateurs qu'on faisait dans la région, on leur disait qu'une salle allait s'ouvrir dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Ça nous a vraiment amorcé la pompe, si je puis dire. Et puis après, pour la programmation, c'est avec les années, en fait. On fait son réseau, on fait connaissance avec des artistes, avec des productions. Et puis après, ça devient un petit réseau presque d'amis du métier, j'entends. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une petite famille, quoi. Est-ce que le calendrier du KFT, c'est de janvier à décembre, ou alors ça se passe plutôt de septembre à avril? Comment ça se passe? Moi, j'ai l'habitude du foot, on sait que ça part après les vacances jusqu'au mois de juin. Dans le spectacle, est-ce qu'il y a des saisonnalités aussi? Déjà, nous, au KFT, on est ouvert toute l'année, sauf 4 semaines en août. Donc voilà, la saison, on dit que c'est de septembre à juillet. Après, il y a une saisonnalité quand même dans le spectacle. Les moments forts d'une année, c'est entre, on va dire, à partir de fin octobre jusqu'à fin mars, début avril. Notre chance à Saint-Galmier, c'est qu'on a une terrasse extérieure. On peut accueillir 130 personnes dehors qui peuvent manger dehors, profiter du beau temps avant d'aller dedans, regarder le spectacle. Et c'est vrai que cette terrasse, elle nous sauve la mise pendant la période des beaux jours qui vide les salles de spectacle littéralement. Si on n'a pas de terrasse aujourd'hui, au mois de mai, juin, juillet, septembre, c'est compliqué. Comment ça se passe au niveau de la programmation? Là, on dit souvent qu'on travaille même plus d'1 an à l'avance. C'est ça, même plus d'1 an à l'avance, ouais. Déjà, on a toute notre programmation moi, je l'ai fait jusqu'au mois d'avril 2025, là, pour l'instant. Oui, on est bien. Voilà, alors. sur les week-ends. Après, j'ai de la place sur les jours de semaine parce qu'on met souvent les têtes d'affiche la semaine. On se laisse l'opportunité de programmer un peu plus à la dernière minute. Comme vous êtes très occupé, comment ça se passe au niveau de la programmation, de la production? Vous avez le temps d'aller voir des petits spectacles? On vous en parle? Comment ça se passe? Vous avez une équipe qui cherche pour vous? On m'en parle beaucoup. Des spectacles. On m'envoie tous les jours des vidéos, des dossiers de presse, ce genre de choses. Et puis j'ai la chance d'être au Festival d'Avignon toute l'année, chaque année, pendant tout le festival. Et du coup, on peut voir beaucoup de spectacles là-bas sur le mois de juillet. Justement, on va faire la transition. Comment vous êtes arrivé à Avignon? J'ai vu que vous allez ouvrir une très très grande salle. Oui, alors Avignon, c'est une grande salle. C'est pas la même, on va dire que ça reste une salle de spectacle, mais on n'est pas du tout sur le même type de programmation. C'est une salle qui va faire 1600 places assis debout et 1050 places environ. Vous avez acheté un gymnase? Non, on a acheté un bâtiment qui est existant, qui avait servi d'opéra temporaire en attendant les travaux, la fin des travaux de l'opéra d'Avignon centre-ville qui ont duré plus de 2 ans. Et du coup, par contre, on a vraiment investi dans ce bâtiment puisque on a mis 2 500 000 € pour l'améliorer, pour le rénover, pour le mettre au top au niveau technique. Et donc là, c'est une salle où il y aura des concerts, où il y aura du théâtre aussi, de l'humour, il y aura toute forme de spectacle. C'est vraiment, on essaie de faire notre petit zénith à nous dans la région du Vaucluse, puisqu'on sera la plus grande salle du Vaucluse, puisque les Avignonnais aujourd'hui, ils allaient à Marseille, ils allaient à Montpellier. C'est une salle qui va être donc entièrement privée? À 100% privé. Ouais. Je pense que c'est en province 100% privé. Je pense qu'on sera la plus grande salle privée de province de France. C'est de l'opportunité ou c'est le Festival d'Avignon qui nous a influencé dans ce choix?
Les deux, parce que en fait, j'ai rencontré un de mes associés du projet, puisque c'était le propriétaire du Capitole que j'ai exploité pendant quelques années pour le temps du festival, qui était le plus grand théâtre d'Avignon, centre-ville, avec 4 salles de spectacle. Je devais lui l'acheter, et puis il y a eu le Covid. Et du coup, il a vendu son théâtre, son cinéma. Il avait un gros cinéma, il a vendu une partie de ce cinéma, les murs de l'ancien cinéma qui était le Capitole. Donc, c'est ça, on va dire que l'affaire m'a échappé des mains. Mais je me disais que c'est pas grave, faut pas forcer le destin, qu'il y aura quelque chose de mieux qui arrivera derrière. Et c'était le cas, quoi, vraiment, puisque c'est lui qui m'a parlé de ce projet. Il m'a dit, je suis du cinéma, toi, tu es du spectacle. Je peux pas le faire moi tout seul parce que je connais pas le monde du spectacle vivant. Il faut qu'on le fasse ensemble et on l'a fait. Donc c'est ouvert, ça va ouvrir, ça se passe comment? Ça va ouvrir le 15 février. 15 février, et là il y a déjà une programmation. Il y a 56 spectacles qui sont en vente pour l'instant. Ouais. Et l'idée c'est d'avoir entre 80 et 100 spectacles chaque année. Est-ce qu'on peut parler d'échelon ou en sport on parle de division? Est-ce que le KFT c'est une certaine division et là-bas à Avignon ça sera encore au-dessus? Comment ça se passe là? Oui, ne serait-ce que par la taille. Après j'ai envie de dire le KFT dans la catégorie des cafés-théâtres en France, on joue en Ligue 1 avec une dizaine de lieux qui sont bien cotés. Voilà. Après là on est sur une autre salle, une autre dimension effectivement par rapport à une salle comme le KFT. Oui, c'est vrai que c'est en commune mesure. On va accueillir des artistes, des spectacles qui vont être énormes. Ça veut dire que quelqu'un qui cartonne au KFT, il a toutes ses chances de passer à Avignon? Ah, alors. Mais bien sûr, mais c'est le cas. Laura Lone, elle a rodé son spectacle au KFT en octobre dernier. Et du coup, elle va jouer dans la 1000 places à Avignon. Elle est déjà complète d'ailleurs. On en a d'autres. Jal aussi a rodé son spectacle. Il va jouer à Avignon. Et puis d'autres à venir. L'idée, c'est de découvrir un peu des gens qui commencent à sortir, de les produire au KFT. Puis ensuite, de les emmener à Saint-Étienne aussi. On fait pas mal de choses à Saint-Étienne, à Vauche, à l'Escale, au Forum maintenant à Feur, et puis après à Avignon, bien entendu. Ouais. Les projets pour 2024, pardon, il y a encore d'autres choses qui vont arriver ou alors on va se calmer. Déjà, on va ouvrir la salle, déjà, c'est bien. Après, des projets, je dis toujours c'est le dernier, celui-là, parce que, je me dis ça parce que c'est gros et puis parce que il faut l'avaler, il faut le démarrer, il faut que ça prenne son rythme de croisière. Je sais qu'il y aura un autre projet si celui-là fonctionne et pour l'instant, les feux sont plutôt ouverts parce qu'on a vendu 20 000 places. Donc, c'est bien, ça laisse présager de quelque chose de bien qui devrait se passer. J'aurai forcément d'autres projets parce que une fois que ça va rouler, voilà, je me dirais, voilà, il faut faire autre chose. Avec votre expérience, je pose souvent cette question, est-ce que les publics de la région stéphanoise et d'Avignon sont différents ou alors tout le monde rigole des mêmes choses, tout le monde recherche un peu la même chose aujourd'hui? C'est une bonne question. J'ai envie de dire le public stéphanois est plutôt c'est un public assez populaire, assez simple. Et c'est un peu le public qu'on peut retrouver sur Avignon, effectivement. Après, pareil, sur une salle comme Confluence, puisqu'elle s'appelle Confluence. J'allais y venir aussi. Voilà. Est-ce que c'est un clin d'œil au siège de la région à Lyon? Du tout, c'est vraiment le nom du quartier qui est baptisé comme ça depuis des années. Et je me suis dit c'est peut-être dû à la subvention énorme qu'ils ont touchée. Et non, on a eu zéro oui, c'est Avignon, c'est pas la même région. Ni de la région, ni du département, voilà, parce qu'on est privé, on n'est pas une assoce. Mais non, c'est le nom du quartier là-bas qui est baptisé comme ça depuis des années, le quartier de la Gare, et tout simplement parce qu'il est à la confluence des deux fleuves qui sont le Rhône et la Durance. Voilà. Et à la confluence, vous espérez une grosse affluence. Exactement. J'étais obligé de la faire. Au niveau des... On va repartir au KFT. Qu'est-ce qu'on peut retrouver en 2024 chez vous? Eh bien... Des coups de cœur, des conseils? On a on a pas mal de nouvelles comédies qui sont jamais passées au KFT parce que c'est vrai qu'il y a des succès qu'on repasse. Il y a des pièces qui passent depuis 10 ans chez nous et qui remplissent parce que le bouche à oreille fonctionne bien. Le monde appelle le monde, ça c'est une certitude. Après, il y aura toujours des nouveaux artistes à découvrir. On fait aussi pas mal de choses à l'Escale, à Vauche. Cette année, on fait aussi Thomas Njijol à Saint-Étienne en janvier, Laura Calu en janvier aussi à Saint-Étienne. Pareil, c'est tout déjà. Laura a rodé son spectacle au KFT. Déjà la Vauche, mais bon, c'est complet. Njijol aussi d'ailleurs. On va avoir Franjo
qui est un YouTuber à la base, qui est très suivi sur Facebook. Franjo, c'est très bien. Ça passe en avril à l'Escale de Vauche. On aura aussi le Stéphanois Chicandier qui va passer à Que Vauche. j'ai vu il n'y a pas très longtemps à la présentation du Festival Art Comique. D'accord, voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, il y a plein de choses. www.le-kft.com. Il y a beaucoup de spectacles à découvrir en 2024 au KFT. Est-ce que la région, pas Rhône-Alpes-Auvergne, parce que c'est dense, mais est-ce que la région stéphanoise est fertile en nouveaux talents? En nouveau talent, au niveau de l'humour, ces dernières années, pas non plus tant que ça, j'ai envie de dire. Hein. J'aimerais bien dire le contraire parce que je suis né à Saint-Étienne et que je suis de la région. Il y a des nouveaux talents, il y a quand même des nouveaux talents parce que j'étais jury au Festival Art Comique du dernier festival. Il y avait quand même de la qualité sur le plateau et il y a une jeune femme qui s'appelle Morgane de mémoire et son nom, je l'ai presque, donc je ne vais pas l'écorcher, je ne vais pas le dire, mais qui je pense est très bien. Il me semble qu'elle est de la région stéphanoise, mais c'est possible qu'elle soit lyonnaise, donc on ne va pas se tromper. Et puis après, ça permettra aux internautes d'aller chercher. Exactement, exactement. Après, je pense qu'il ne faut pas que les gens hésitent à se lancer et à y croire. C'est surtout ça le truc, c'est qu'on se dit toujours que c'est pas pour nous, que ça se passe ailleurs, qu'on ne peut pas percer. Et je pense qu'il ne faut pas lâcher, quoi. Jouer sur scène, c'est déjà un challenge. Hein. Comme on l'a dit au début, il faut monter sur scène, il faut, entre guillemets, en avoir. Mais aussi, il faut savoir écrire. Parce que monter sur scène pour raconter des niaiseries, ça sert à rien. C'est sûr. Après, quand on démarre tout seul sur scène, qu'on veut faire son one-man show, il n'y a personne qui écrira pour nous. Donc, il faut vraiment effectivement écrire et écrire de la qualité. Moi, j'ai jamais essayé d'écrire et de monter sur scène tout seul parce que c'est pas un truc qui pour l'instant me fait envie. Mais c'est un sacré challenge parce qu'il n'y a personne pour sauver. Pour se sauver quand ça se passe mal, c'est compliqué, quoi. Donc respect à tous ceux qui essayent déjà. On est bien d'accord. Juste pour faire une petite parenthèse, vous avez parlé de Chicandier. Chicandier, c'est un personnage, il a un succès incroyable aussi. Comment vous expliquez ce phénomène, vous qui êtes dans le spectacle? Il n'a pas le langage de tout le monde, quoi. Ouais, alors je vous coupe une dernière fois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un humour de communauté. Et Chicandier, il est indéfinissable. Je pense qu'il a sa communauté. Hein. Ouais. Il a sa communauté je pense, qui a fait un peu, au départ, l'ossature des gens qui le suivaient. C'était les bons vivants. Les bons vivants des quatre coins de la France, quoi, parce que les gens se retrouvent là-dedans. Pas tous, bien sûr, mais je pense qu'il a vraiment une communauté qui le suit. Ça part maintenant des réseaux sociaux, hein, de YouTube, de Facebook. Maintenant, beaucoup d'humoristes démarrent sur des petits écrans, dans des téléphones, et démarrent pas forcément dans une petite salle comme ça pouvait se faire il y a quelques années. C'est là qu'on voit que le monde a changé en 2000. On les voit plus venir maintenant. Avant, on les voyait venir. Ils passaient d'abord dans des petites salles en province, après une petite salle à Paris, après ils faisaient une télé, une deuxième télé. On avait le temps de les voir arriver. Je parle en tant que, on va dire, organisateur de spectacle. Maintenant, je reçois des mails, on me propose quelqu'un, je ne connais pas du tout, j'ai jamais entendu son nom. Je vais sur Instagram et je vois qu'il y a 600 000 personnes qui suivent cette personne et je ne l'ai pas vu arriver parce que je passe pas mon temps non plus sur les réseaux sociaux, mais ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est pas aussi un succès qui est rapide et après très éphémère aussi. C'est le challenge de tous ces humoristes qui sont en train de percer, c'est de durer, quoi. J'ai envie de dire, déjà percer c'est très dur, même c'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux qu'on peut faire une vidéo. Il faut du contenu de toute façon. Il faut du contenu, il faut aussi du talent, il y a une part aussi de réussite là-dedans comme dans tout ce qu'on fait dans la vie. De chance. Mais déjà ça c'est pas le côté facile de dire oui mais maintenant avec les réseaux sociaux, non, il faut quand même que ces gens-là travaillent.
travail pour arriver à intéresser les personnes. Et puis surtout, après, il faut durer. Et avec les réseaux, c'est compliqué. Il faut mettre du contenu tout le temps pour remonter dans la grande machine qui est l'algorithme des Facebook, des Insta. C'est une pression permanente pour ces gens-là qui font leur publicité avec ce mode de... Surtout que les réseaux sociaux sont de plus en plus verrouillés. On vous emmène sur des chemins que vous ne pouvez plus sortir avec les algorithmes. Oui, c'est ça. Ils cernent bien les gens, les mots-clés, les vidéos qu'on regarde, et après ils nous orientent, c'est sûr. Pour conclure, on a parlé d'Avignon. Quels sont les grands rendez-vous qui nous attendent à Avignon alors, si on prend la voiture et qu'on descend jusqu'à Avignon? Il y en a plein. Ouais. Franchement, il y en a plein. Je vais prendre mon téléphone. Regardez, hop. Parce que j'ai la programmation dans ma tête, mais voilà, je n'ai pas tout non plus. On va attaquer avec Christophe Willem le 15. Le 16, on aura Vincent de Dienne qui a eu le Molière avec ce spectacle. Que j'ai eu le plaisir d'interviewer au théâtre de Beaulieu il y a quelques années et qui était très très sympathique. Ensuite, on va avoir Camille Lelouch, 4 jours après l'ouverture, qui fait son concert. On va avoir Boudère, Laura Lone, on a du théâtre avec un dîner d'adieu avec Hartmann, avec Laetitia Milo. On a Mentissa qui va venir chanter, qui tourne en boucle sur les radios en ce moment. On a 3 cafés gourmands qui vont faire un de leurs derniers concerts puisqu'ils se séparent. C'est ça, Jérémy Crédville, je vois Celtic Legend qui font la tournée musique celtique de tous les zéniths de France. Ils vont passer, ils jouent 2 fois chez nous. On va avoir aussi de la danse avec le Lac des Cygnes. On a King V qui va venir chanter également. On a Anne Roumanoff, on a Maël qui est pareil, qui a été découvert dans The Voice. Après, on a un ancien, Enrico Macias, on a Elisabeth Buffet, Alison Weller, La Bajon, Jal, on a Jean-Baptiste Guégan qui va faire un concert acoustique qui est quasiment complet. Selig, c'est notre ami, donc c'est vraiment le parrain de cœur du KFT. Il est quasiment complet, Selig. On a Gad Elmaleh qui va venir jouer 3 fois, il est déjà complet. On a Ahmed Silla qui est complet, Paul Mirabel qui est complet. Est-ce que, quand vous parlez de complet, est-ce que le vu à la télé a une grosse importance pour remplir les salles? Ben oui, une salle de 1000 places. Moi, ça me fait toujours rire, c'est quand je vais à des salons du livre et qu'on a celui qui est vu à la télé et celui qui n'est pas vu à la télé et la queue n'est pas au même endroit. Alors, j'ai envie de dire, même pour une salle comme le KFT, pour remplir un jour de semaine, un soir de semaine, même 130 places, quand on n'est pas passé à la télé, franchement, c'est compliqué. Les gens ne se déplacent pas forcément pour aller voir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, un jeudi soir, un soir de semaine. C'est compliqué. Ouais, ça, je sais pas, je connais pas trop l'économie des salles de Saint-Étienne, mais je veux bien vous croire que c'est pas simple. Et après, oui, dès qu'on passe 1000 places, effectivement, si on passe pas à la télé, c'est compliqué. À moins d'avoir un réseau énorme sur les réseaux sociaux et jamais passer à la télé. En général, quand on a 1 million de personnes qui nous suivent sur les réseaux, il y a quelques télés qui suivent derrière. Avec tout cet engagement, toute cette activité, est-ce que vous avez le temps encore de monter sur scène? Ouais. J'ai fait 70 dates l'année passée. Là, j'ai rédimé un petit peu parce qu'il y a l'ouverture de Confluence. On est 3 en fait. Non, là, je vais faire 40 dates cette année, ouais. 40 dates, ouais. J'ai réduit, mais ouais, non, j'arrêterai jamais de jouer parce que c'est vraiment une bouffée. Mais c'est quoi votre secret? C'est des oranges, la vitamine C, c'est quoi? Oui, je me drogue pas, déjà, ça c'est bien. Non, on peut se droguer à la vitamine C, à l'orange, au soleil. J'en prends un peu, j'avoue, de temps en temps. Non, c'est de dormir 7 heures par jour et de pas trop manger de la merde. C'est plutôt par nuit que vous dormez, non? Ouais, c'est ça. Parce que par jour, oui. Ouais, alors, par tranche de 24 heures et essayer de dormir 7 heures, ouais. Pour conclure, dans toutes ces années, toutes ces rencontres, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous a marqué, qui a été, j'allais dire souvent, en conformité avec l'image que vous en aviez? Parce que souvent, on rencontre quelqu'un et on est déçu parce que c'est pas l'image qu'on avait dans la tête. Alors, je vais pas balancer sur les gens sur qui j'ai été déçu. Je vous dis ce que vous avez aimé. Il y a quelqu'un qui m'a surpris parce qu'il y a 10 ans, j'ai produit mon premier... je produisais une date, j'organisais une date de Jean-Marie Bigard. C'était pas au Firmament, à Firmini, comment s'appelle cette salle La salle où il y a le cinéma? Ouais, le Majestic. Voilà, c'est ça. Le Majestic de Firmini. Donc j'avais 30 ans à peu près
Et Jean-Marie me dit « Ah, mais t'es un gamin, c'est toi qui produis la date, etc. » Donc on fait connaissance. Après, je le fais dans le parc du casino. Je m'en souviens. Il avait appris que j'avais perdu de l'argent sur cette date parce que c'est très compliqué, vu le coût que ça représente, de reconstruire une salle de spectacle en extérieur. Et il avait su ça et il m'avait dit « Greg, j'ai vu que t'avais une salle, parce que j'avais mis mon programme dans la loge. » Il m'a dit « Bah moi, t'as perdu de l'argent, ça m'ennuie, je vais aller jouer mes premières de mon spectacle chez toi, dans ta salle. » Il n'avait pas vu la salle, il était dans la loge, dans le parc du casino, et il a joué 4 soirs de suite. Et il l'a fait, on a partagé la recette, ça m'a aidé un peu à me renflouer de cette date, et puis depuis on a gardé un petit lien. D'ailleurs il est dans la programmation avec son nouveau spectacle, parce que j'oublierai jamais ça, quoi. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, il a plein de défauts, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas avec moi il a été vraiment, il a été comme un prince, quoi. Voilà, donc c'est des petites choses qu'on n'oublie pas. Après il y a des gens comme Selig, Selig, on n'avait pas ouvert le KFT, il a accepté d'être programmé dans une salle qui n'était pas ouverte encore, on n'avait même pas fait les travaux, et il commençait déjà à monter très fort. Là, il fait 2 Olympias en janvier, il est complet. Et on va l'avoir au Réveillon, au Forum de Feur, il joue 2 fois. C'est quelqu'un vraiment, on a organisé le mariage de sa fille au KFT en septembre, donc c'est quelqu'un vraiment pareil, il fait vraiment partie de la famille et des murs du KFT, et il a fait beaucoup pour le KFT. Grégory Comitti, merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps qui est très 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 précieux. On a réussi à caler cette petite date. Et puis merci, déjà moi je trouve, merci pour votre disponibilité, pour votre sourire, et puis finalement pour faire rêver les gens, parce que le spectacle, on est aussi là pour faire rêver les gens. Oui, surtout en ce moment, ouais, c'est bien pendant 1 heure, 1 heure et demie de pouvoir déconnecter, penser à autre chose, de se couper un peu de la télé, des chaînes d'infos, de la radio et de toutes les mauvaises nouvelles qui nous entourent. C'est fait pour ça, on sait notre métier en fait, voilà, on est là pour ça, pour divertir, pour vous faire penser à autre chose. Il n'y a qu'une solution, il faut écouter Radio Gaga sur YouTube, et là il n'y a pas de prise de tête. Grégory, merci. Merci à vous, à très bientôt.